En 1960, le Mali accédait à son indépendance politique. 65 ans plus tard, l'indépendance économique reste un défi majeur. L'université malienne a longtemps été considérée comme un lieu de transmission du savoir. Mais dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, la question se pose avec acuité. Doit-elle rester un espace de formation théorique ou devenir un moteur de création d'entreprises et d'innovation? Nos universités publiques produisent-elles des chercheurs, des entrepreneurs et des solutions concrètes pour bâtir notre pays? Ou restent-elles déconnectées des réalités du marché et des besoins du pays? Développement socio-économique, le rôle de nos universités publiques, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Développement socio-économique, le rôle des universités publiques, c'est le thème de cette émission. Et pour nous édifier, j'ai le plaisir d'être accompagné de 4 experts que je m'en vais vous présenter. Madame Berthé Minia Bengali, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Céline. Vous êtes la vice-présidente du Conseil national du patronat chargée des relations extérieures. Vous êtes également la présidente de la Fédération nationale des consultants du Mali. Vous êtes surtout la directrice générale du Centre international pour le conseil et la formation. CICF, c'est un centre qui fait plus dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Tout à fait. C'est un cabinet de conseil qui a été créé il y a 15 ans, qui s'occupe du renforcement de capacités, surtout des actifs, et dans des domaines aussi variés que divers, et surtout la RSE, la finance durable et les changements climatiques. Donc nous accompagnons les organisations et les entreprises dans la mise en place de leurs politiques et d'outils RSE et de développement durable. Merci. Et donc vous porterez ce soir la parole du secteur privé, particulièrement du patronat. Je m'en vais vous présenter M. Modibo Traoré. Bonsoir également et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Vous avez été conseiller technique du ministère au ministère de l'Emploi et de l'Industrie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez été chevalier de l'Ordre national. Nous aurons donc l'occasion d'évoquer certains aspects liés au monde universitaire grâce à votre expérience. J'ai le plaisir de présenter M. Daouda Sako. Vous êtes ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Vous l'avez été notamment de 2014 à 2018. Vous êtes ancien enseignant à l'INSUP de 1995 à 2018. Vous êtes surtout le secrétaire général de la Fédération nationale de l'association des parents d'élèves et étudiants. C'est une association qui regroupe, on peut le dire, les parents pour défendre le droit de leurs enfants. Oui, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves est reconnue d'utilité publique. Décret pris en Conseil des ministres pour travailler et réfléchir, conseiller s'il y a lieu auprès des ministres en charge de l'éducation nationale. Normalement, dans chaque établissement, il doit y avoir une association des parents d'élèves pour un peu voir quels sont les rapports entre les enfants et les enseignants et l'école et voir ce qu'il y a lieu de remercier, de le rapporter pour que l'apprentissage, pour que l'enseignement puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est notre rôle. Donc au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des cercles, normalement, l'association des parents d'élèves est toujours là. Et ce sont les premières associations reconnues dès les premières années de notre indépendance. Et justement, je sais que tout le monde est parent d'élèves ou d'étudiants ici sur ce plateau, mais on va le dire, vous, étant donné que vous êtes dans une association qui est vraiment
au fait des situations relatives aux étudiants, que ce soit dans les universités publiques ou privées. On aura l'occasion d'aborder certains aspects on en a beaucoup d'inquiétudes avec vous. On va en parler tout à l'heure. Notre quatrième et dernier invité, professeur Mamadou Beidali Sangaré, économiste, enseignant-chercheur, j'allais dire un habitué de ce plateau pour cette nouvelle saison. Monsieur Sangaré, bonsoir et merci d'avoir accepté également notre invitation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Madame, Messieurs, vraiment un tour de table sur votre regard de l'université publique aujourd'hui. Quand on parle de l'université publique au Mali, quel est le regard de la vice-présidente du patronat en quelques mots? Je vois la quantité et non la qualité, si je dois m'exprimer en quelques mots. La quantité, il y a un effectif pléthorique, on a plus d'enfants, d'étudiants dans les universités, mais la qualité, les besoins du secteur privé ne sont pas satisfaits. C'est ce regard, en premier lieu, vue d'ensemble que j'ai sur les universités publiques. Monsieur Sako, votre regard de secrétaire général de l'association des parents d'élèves, en tant que parent d'élèves, votre regard, il est le même que Madame Berthe Bengali? Oui, c'est le même regard parce que ce n'est pas la première fois que nous soyons confrontés à ce problème au niveau de nos universités. Et beaucoup de situations regrettables existent. La gestion des flux, comme elle l'a dit, l'insuffisance des infrastructures, les capacités d'encadrement des étudiants, une relecture des programmes et les adapter au monde de l'emploi, on en a parlé ici souvent, mais aussi les années tronquées. Parce que nous, en tant que parents d'élèves, vraiment, on aurait souhaité que si la licence est 6 semestres, il faut que vraiment qu'on fasse tout pour que ce soit respecté. C'est vrai qu'à une époque, les années s'échevauchaient pour prendre l'exception. Parce que oui, j'en ai parlé avec un doyen il n'y a pas longtemps. Les étudiants qui ont eu le bac en 2001 ne sont pas encore en licence, pas fini leur licence. En 2021, vous l'avez dit, d'accord. Oui, 2021. Vous voyez, donc c'est un manque à gagner énorme pour nous, parents d'élèves, parce que nous dépensons beaucoup aussi pour l'entretien de nos enfants quand ils restent très longtemps à l'école, avec tout ce que cela peut avoir comme impact psychosocial sur l'enfant. Il peut être amené à abandonner. Peut être amené à aller vers les travaux précaires, les tâches précaires, au banditisme, à la délinquance, avec comme corollaire ce que nous connaissons au niveau de notre société. Donc nous, en tant que parents d'élèves, vraiment, nous aurons souhaité nos universités plus stables, plus studieuses, où vraiment les gens qui sortent aient des compétences qui puissent leur servir pour s'insérer dans la vie sociale, socio-professionnelle. Ça, c'est notre souci. Avant de revenir sur vraiment les causes et même les conséquences de cette situation, doyen Traoré, votre regard, vous qui êtes vraiment impliqué, en tout cas vous qui avez été très impliqué ce fut un temps, quel est votre regard? Bon, mon regard de façon générale, c'est la confusion du genre. Parce que quand quelque chose n'est pas clairement défini, c'est difficile de bien gérer. Bon, au Mali, précisément, quand on parle d'université, si vous pensez au modèle européen, c'est un ensemble de facultés. C'est un ensemble de facultés. Droit, économie, médecine, lettres, sciences. Bon, au Mali, quand on parle d'université, ce n'est pas toujours le cas. Bon, on a fait un certain nombre de réformes pour réorganiser les universités. Au niveau de Bamako, je crois qu'on a divisé en 5. En 4. En 4, oui. Voilà, on a divisé en 4. Et ce n'est pas spatialisé. Ce sont des structures monopolistiques, monolithiques qu'on a mis en place. Bon. Et donc pour vous, c'est ce qui explique, qui pourrait oui, expliquer cette situation. Bon, ce que vous appelez par exemple université privée, ça répond à quelle définition? Parce que le terme université, c'est général, c'est pas malien seulement, c'est universel.
il faut la clarté, il faut qu'il y ait des textes qui spécifient qui fait quoi. En France, on a les universités, on a les grandes écoles, on a les instituts. Oui? Sauf erreur de ma part, c'est la même chose au Mali. On a les universités, on a les grandes écoles, on a les instituts, on a même les universités privées. Ce que vous appelez justement universités privées, ça ressemble plutôt à des instituts ou bien à des écoles de formation. Ce ne sont pas des universités au sens... Donc déjà au sommet, au niveau légal, quoi, il faut définir les entités de façon claire. Les choses sont venues comme ça par la pratique. On ne connaissait pas d'université privée pendant longtemps. C'est avec les problèmes, le dysfonctionnement des structures publiques que l'université privée a pu prendre son élan, quoi. Ce qu'on appelle l'université privée. Beidali Sangaré, oui. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes vraiment, j'allais dire, en tout cas vous êtes en activité, vous êtes constamment avec des universitaires. Quel est ce regard que vous portez en tant qu'enseignant-chercheur? Le regard, je considère l'université comme une opportunité, d'abord une opportunité pour le pays, dans le sens de la formation, du développement du capital humain, qui est indispensable à tout système économique. Une opportunité aussi, par exemple, pour les étudiants, parce que l'accès à l'université étant presque libre, donc ça permet de créer une certaine équité au niveau du pays. Aussi en termes d'investissement réalisé par l'État dans ce secteur. Donc certes, il y a des problèmes, et peut-être que mes prédécesseurs viennent de dépeindre de façon vraiment assez exhaustive. Mais quand même, moi, je vois l'université comme une opportunité pour le pays et une opportunité pour la population. L'histoire de l'université publique malienne commence véritablement avec les événements de 91, l'accession de notre pays on va dire, à l'ère de la démocratie. À partir de 1996, on a eu l'université donc du Mali, qui deviendra plus tard l'université de Bamako, et ensuite on aura la scission. Je vous propose de suivre ce grand angle qui revient sur tous ces faits. Suite aux événements du 1991, ayant entraîné la chute du président Moussa Traoré, les nouvelles autorités démocratiquement élues ont libéralisé le secteur de l'enseignement. C'est ainsi que l'Université du Mali a été créée en 1993 avant d'être effective en novembre 1996. Composée de 9 campus au départ, ce tremplin du savoir, devenu par la suite l'Université de Bamako, a procédé à des changements majeurs au fil des années. Le 28 septembre 2011, le Conseil des ministres a adopté 4 projets d'ordonnance portant création de 4 nouvelles universités. Ainsi, l'Université de Bamako a été scindée en 4, ce qui a permis de renforcer les secteurs de l'enseignement supérieur. Le paysage de l'enseignement supérieur se présente à deux niveaux. Il y a les structures publiques d'enseignement supérieur, grandes écoles et universités. Si je dis grandes écoles, il y a les instituts, il y a les universités. Il y a ce qu'on appelle les grandes écoles comme l'ENI, l'IPR, l'ENSUP, mais nous avons aussi beaucoup d'instituts répartis sur toute l'étendue du territoire, mais la plupart d'entre eux se trouvent à Bamako. Les 4 universités nées de la scission de l'Université de Bamako sont l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako et l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako.
Selon le directeur général de la DGSRS, d'autres universités publiques ont été créées ou sont en cours de création dans les régions. Il y a des universités que nous sommes en train de créer à l'intérieur, à Sigasso Yana, à Ségou Yana. Tombouctou est en train de s'ouvrir à travers l'IERI ABT. Gao, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour son ouverture, Badiangara et Kai. Donc, les universités s'ouvrent à travers tout le pays. Ça, ce sont les universités et les grandes écoles publiques. Chaque année, des milliers de diplômés sortent des universités publiques. À titre d'exemple, pour l'année académique 2024-2025, l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako a mis sur le marché de l'emploi plus de 4500 diplômés dans le domaine des sciences économiques, des sciences de gestion ou encore du développement territorial. Des secteurs qui n'intéressent pas au premier plan les recruteurs, qui ont plus besoin de la main-d'œuvre technique. Bon, effectivement, on a de plus en plus de mal à trouver du personnel qualifié, de bon niveau, et qui répondent surtout à nos besoins, même sur des postes très classiques. On a vu le niveau qui a vraiment baissé. Vous avez quand même une large portion des jeunes diplômés de notre système éducatif qui ont vraiment besoin d'être reformatés. D'après les données du bulletin statistique de l'enseignement supérieur, en 2022, le pays comptait 867 salles de classe pour 42 907 places et 64 amphithéâtres pour un effectif de plus de 147 855 étudiants inscrits dans les instituts d'enseignement supérieur public. Pour les spécialistes, cette massification des effectifs combinée à l'insuffisance de professeurs contribue fortement à la baisse du niveau des étudiants. Des mesures sont en cours pour résorber cette situation, rassure le premier responsable de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Différentes dispositions sont prises au niveau des structures, des différentes structures d'enseignement supérieur pour faire en sorte que ces effectifs soient résorbés. Nous sommes, je l'ai déjà dit, nous sommes en train de créer des universités à l'intérieur aussi bien qu'à Bamako. Ces universités, lorsque nous allons avoir les infrastructures qui sont en train d'être construites, lorsque nous allons recevoir ces infrastructures, nous allons pouvoir résorber une partie de la masse que nous avons au niveau de Bamako. Beaucoup de choses sont dites par rapport à la qualité des apprenants au niveau de nos universités. Je le dis, nos universités, nos structures de formation sont vraiment à saluer. Au-delà des étudiants, les enseignants-chercheurs sont également confrontés à de nombreuses difficultés dans le cadre de leurs travaux. Au niveau de nos universités, tout est basé sur l'enseignement. C'est le côté pédagogique qui est beaucoup plus développé. Mais le côté recherche, vraiment, ça reste une grande préoccupation aujourd'hui. On a l'impression que les responsables universitaires ne sont pas prêts à en faire une préoccupation majeure. Or, aujourd'hui, le pays en a besoin. Le système économique du pays en a besoin. Okay? Et l'université elle-même, elle a forcément besoin de recherche. Parce qu'une université, quand elle devient réellement une université, mais il faut qu'elle produise des résultats. Et l'un des résultats qu'on attend beaucoup plus des universités, c'est quoi? C'est d'abord les résultats de recherche. Et nous ne sommes pas encore à ce niveau. Et ce qui traduit énormément, ça traduit les retards que nous sommes en train d'accuser par rapport aux autres universités. Le financement est l'un des principaux obstacles que rencontrent les chercheurs. On sait, on a mis en conscience que l'État fait beaucoup des efforts en la matière pour mettre des ressources à la disposition des universités. Il va falloir qu'aujourd'hui, nous les universitaires, nous comprenions que les ressources qui sont mises à disposition ne peuvent pas aller à 100% dans la pédagogie. Il va falloir que les universitaires ou bien les responsables de nos universités essaient de consacrer une ressource importante au financement de la recherche. Parce qu'on ne peut pas faire la recherche sans financement. Nous avons des laboratoires de recherche qui ne sont pas encore opérationnels. Donc les enseignants en majorité font des recherches beaucoup plus à leur niveau. Et c'est ce qui est un peu regrettable. Je prends du côté de la médecine, la faculté des sciences, eux ils ont compris très longtemps. Mais nous qui sommes dans le domaine des sciences sociales, vraiment à notre niveau, les choses n'avancent pas. Et le fait que les choses n'avancent pas, c'est dû au fait que nos responsables universitaires
c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas nous amener vers une préoccupation de recherche. Par rapport à la recherche scientifique, nous avons besoin de beaucoup de moyens. La recherche demande beaucoup de fonds et nous souhaitons que ces financements, du moins nous puissions avoir l'accompagnement des différents acteurs. C'est pourquoi nous les invitons aussi à la table, du moins au salon. L'État ne peut pas tout faire. Afin de s'arrimer aux standards internationaux, des changements structurels et organisationnels sont en cours dans le secteur de l'enseignement supérieur. Certains programmes de formation ont été revus pour répondre aux besoins de l'économie et des conventions de partenariat ont été signés avec plusieurs institutions du pays, à l'image du Conseil national du patronat. Le CNPM a organisé une rencontre avec tous les recteurs des universités. Il y a eu des échanges sur leurs préoccupations, les préoccupations également du patronat. Et ces échanges ont abouti à la signature de conventions entre le CNPM et certaines universités. Grosso modo, cela se traduit par le fait que les deux entités vont désormais établir des liens étroits et essayer d'associer des représentants du secteur privé dans les différents organes de pédagogique des universités, de telle manière que l'université puisse prendre en compte les préoccupations des entreprises. De la même manière, les privés vont voir dans la mesure du possible comment des cadres du secteur privé vont pouvoir dispenser des cours dans les universités. Et d'un autre côté, les entreprises s'engagent à recevoir les jeunes diplômés des universités pour leur permettre d'acquérir justement les stages professionnels. Pour rappel, le secteur de l'enseignement supérieur est composé de 21 universités, grandes écoles et instituts publics et de 190 établissements supérieurs privés. Madame, Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous invite à regarder cette première infographie qui va nous amener à mieux comprendre le reportage de tout à l'heure, puisque là, il s'agit de faire vraiment un état des lieux de l'université, en tout cas en termes des chiffres d'évolution. Le nombre d'établissements publics d'enseignement supérieur au Mali, on a, d'après donc les données de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons aujourd'hui au Mali 10 universités publiques, nous avons 11 grandes écoles et instituts publics et nous avons 867 salles de classe pour 64 amphithéâtres. Madame Bengali, je ne l'ai pas précisé au départ, mais vous avez d'abord commencé, donc, comme toutes les personnes qui sont sur ce plateau, vous avez commencé votre cursus sur le plan national avant bien sûr de poursuivre ailleurs. Quand vous regardez un peu cette évolution, parce que j'imagine qu'à votre époque il y avait moins d'universités publiques qu'aujourd'hui, quel est justement le regard d'entrepreneur que vous portez? Il n'y avait pas du tout d'université. Moi je suis d'une promotion où il y avait les grandes écoles. J'ai fait ma maîtrise à l'ENA. Je dis toujours, et je suis fière de le dire, le cursus scolaire dans les grandes écoles, il n'y avait rien à dire pour les cadres maliens. Ils étaient compétents, compétitifs dans toute la sous-région. Et je ne comprends pas pourquoi, avec l'avènement de l'université, où les moyens sont plus nombreux, parce que nous, on n'avait pas beaucoup de bibliothèques. C'est ce que je dis, nous avons le centre Joliba, nous avions le centre culturel français et la bibliothèque de l'ENA. C'était les trois où on pouvait trouver des livres pour faire ses recherches et puis travailler sur la matière. Donc je ne comprends pas pourquoi les moyens sont à la disposition des étudiants. Il y a beaucoup d'universités, c'est ouvert à tous, comme il vient de le dire, c'est presque gratuit. Pourquoi on ne répond pas aux besoins du capital humain des entreprises, surtout du secteur privé? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, avant, les grandes écoles, c'était fait pour les étudiants, ils finissaient tout de suite, ils étaient intégrés à la fonction publique. Ce n'est plus le cas maintenant, on est beaucoup plus exigeant. On ne peut pas recruter pour recruter, on recrute si besoin est. Et il faudrait que les curricula répondent aux besoins des entreprises du secteur privé. Sans oublier de dire que nous
nous employons plus de 80 à 90% des actifs sur le plan national. Donc la fonction publique, c'est dérisoire par rapport à l'apport de la création de valeur du secteur privé. Nous avons besoin de cela. Et ce n'est pas faute de le dire et de le redire, parce que nous avons régulièrement des réunions avec les universités. Je salue ici qu'on a 4 conventions de partenariat avec 4 universités de Bamako. Donc ce qui fait qu'on s'intéresse à la question. Parce que sans capital humain, on ne peut aller nulle part. On ne peut pas atteindre les objectifs. On ne peut pas faire de la croissance ni créer de la valeur. Justement, madame, messieurs, parlons des faits. Comment en est-on arrivé là? Tout à l'heure, madame Berthélemy Bengali disait, vantait un peu l'excellence qu'il y avait à cette époque, avant les universités publiques au Mali, où on disait qu'un cadre, quand il était formé, c'était vraiment toute une expérience qu'il partageait après. Et comment expliquer qu'aujourd'hui, que nous en soyons là, où on a des personnes qui sont formées à l'université, quand elles arrivent en entreprise, elles ne sont pas aussi performantes que ces cadres d'entreprise, ces chefs d'entreprise l'auraient souhaité. Je vais commencer par vous, monsieur Sangaré. Ok, donc merci bien. C'est bien de faire le corollaire avec les grandes écoles de l'époque, notamment l'ENA et les autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, l'effectif d'étudiants, je pense seulement l'effectif d'étudiants, peut-être on ne valait même pas on va en parler effectivement tout à l'heure. Voilà, le quart de ce qu'on a aujourd'hui. Et si vous prenez aujourd'hui le flux de bacheliers qui est injecté chaque année dans le système universitaire, c'est autour il y a plus de 100 000 bacheliers pratiquement au Mali. Donc, et avec une moyenne, peut-être un taux de réussite autour ne serait-ce que de 50%. Donc ça veut dire qu'il y a presque 50 000 étudiants, 50 000 bacheliers qui arrivent au niveau de l'université. Et il faut dire aussi que la massification de l'effectif n'a pas été suivie par les moyens nécessaires pour garder la même qualité qui prévalait à l'époque dont parlait madame. Donc il y a ce problème. Donc aujourd'hui, c'est le problème d'abord d'effectifs. Les chiffres qui sont là, ça dit autre chose. Parce que là, on parle de 10 universités. 10 universités. 10 universités. On a 4 rien qu'à Bamako. On a 6. On va voir. D'ailleurs, avec le concours de l'équipe technique, je vous invite à regarder justement ces 10 universités. Donc, c'est pour mieux comprendre. On parle de l'université de Gao, on parle de l'université de Caille, on parle de l'université de Sikasso. On voit ces universités. Ça, c'est des universités publiques où, voilà. Donc, à l'époque, quand on dit 6 dans 6 régions, c'était même en tenant compte de l'ancien découpage où on en avait 8. Donc aujourd'hui, on a 10 universités. On a toujours, vous l'avez dit, des effectifs pléthoriques. On a aussi, et on va en parler tout à l'heure, l'absentéisme des enseignants. Monsieur Sako, vous avez le même regard que Monsieur Sangaré quand il parle de problème d'effectifs? Oui, mais ce problème d'effectif existe. Mais quel est le problème central? Quel est le problème majeur? Qu'est-ce qui fait que voilà, un étudiant, quand il était formé dans les années 60, 70, même 80, était vraiment de qualité, qu'aujourd'hui, l'ère de la démocratie, l'ère des technologies de l'information et de la communication, l'ère du tout numérique, voilà, que ce qui est cette baisse-là? Oui, vous savez, il y a peut-être un peu longtemps, on a fait cette discussion sur les relations que les universités devraient avoir avec la direction de l'enseignement secondaire pour ceux qui passent le bac. Et l'université doit être en mesure d'être impliquée dans le recrutement des bacheliers en fonction de ses capacités d'accueil et d'encadrement. Au-delà de cela, mais si, après le bac, certains disent même 82% des bacheliers veulent venir à l'université, je crois qu'il faut faire la part des choses. Je me rappelle, un des pays qui est connu comme très développé, la Chine, j'ai lu un texte sur ça. Leur examen que je peux assimiler au baccalauréat, par an, il y a 20 millions à peu près de Chinois qui passent, mais seulement 10% sont admis à l'université. Le reste, ce sont des secteurs de filières courtes pourvoyeuses d'emploi. Pour un pays qui est très peuplé comme la Chine, seulement 10%, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'université ne doit pas être ouverte à tout le monde.
ça coûte cher, ce sont des études longues et des filières courtes. Et en adéquation avec le monde du travail, avec les secteurs industriels ou autres, permettait à beaucoup de ces sortissants dans ces instituts de 2 ans ou bien 3 ans de formation technique de se prendre en charge, ou de travailler dans les unités de production. Mais si on pense qu'il faudrait que je vienne à l'université pour avoir ma tête à l'ombre, je crois que c'est pas ce qui permet à un pays de se développer. Je crois qu'il faut voir cet aspect pour que il faudrait que les universités soient en rapport vraiment avec l'office d'organisation du bac, voir vraiment les effectifs que l'on peut prendre et qu'on peut encadrer efficacement et donner les compétences attendues à leur sortie. Voilà, monsieur Traoré. Oui, bon, je suis parfaitement d'accord avec leur point de vue, mais j'ai assisté à la naissance de l'Université du Mali en tant qu'enseignant à l'ENA. Bon, je pense que l'université a été un peu improvisée. Improvisée carrément. Improvisée par le... Parce qu'on avait des grandes écoles. Le Mali, le système au Mali de l'enseignement supérieur reposait surtout sur les grandes écoles. Bon, ceux qui allaient à l'université, c'était à l'étranger. Dans toutes les parties du monde, quoi. Et je pense que le Mali, c'est par rapport à ses voisins, nous avons accusé beaucoup de retard pour mettre en place notre propre université. Et la façon dont c'est survenu, on a décidé de transformer certaines grandes écoles en facultés automatiques. Hein? Faculté de sciences économiques, faculté de médecine, etc. On les a transformées. Donc elles ont cessé de fonctionner sous le statut de grande école et sont devenues des éléments de l'université. Bon, le rectorat existait sur papier, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de coordination du tout. Je crois que ils ont occupé un moment donné, 2 ans après la création des textes. Le rectorat qui doit gérer la structure a pu avoir un siège en centre-ville qu'on a improvisé là. Bon, ensuite ils sont restés 3-4 ans avant de monter sur la colline pour avoir leur siège et pouvoir s'occuper de ces structures-là. Ouais. Bon, donc par conséquent, je crois que c'est un peu par tâtonnement qu'on a géré les choses. Et le problème, c'est l'effectif. Justement, vous me tendez une perche, pardon de vous couper, doyen Traoré. Je vous invite justement à regarder cette autre infographie qui va nous amener à parler donc des effectifs des universités donc publiques. De 2019 à 2020, on avait 88 379 étudiants. L'année suivante, c'est-à-dire 2020-2021, on avait 106 512 et en 2021-2022, on avait 147 855. Et ça, ce sont les données donc du rapport donc de la direction générale de l'enseignement supérieur sur 3 ans. Ça, c'était donc vous pouvez voir ces données dans le bulletin statistique d'enseignement supérieur. Donc de 2019 à 2022, ce qu'on constate c'est que voilà, il y a plus 20,53 entre 2020 et 2021. Et à partir de 2021-2022, on a plus 38,82% donc d'augmentation des effectifs. Et les spécialistes le disent, on va d'augmentation en augmentation dans nos universités. Moi, je voudrais juste poser une question pour tout le monde. On forme ces jeunes-là pour qui? Messieurs, ça, c'est la véritable question. Parce que je sais qu'avec ces chiffres, la fonction publique ne prend pas plus de 10 à 15%. La fonction publique, on tourne autour de 120 000, 115 000, 120 000 personnes. Donc, c'est pour nous. C'est pour le secteur privé. Tout secteur confondu. Tout à fait. Mais comment se fait-il que toutes ces formations se font? Ça fait des 10 décennies que nous parlons d'adéquation emploi-formation et
on n'arrive pas à résoudre le problème. Donc c'est fait comme si on forme les jeunes, on les met dans la rue, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais il n'y a rien derrière. La responsabilité d'un État va au-delà de la formation de ces cadres. Ça va au-delà. Comme l'a dit le doyen, ce n'est pas des jeunes qu'on forme pour qu'ils occupent à la sortie des postes parce qu'ils sont compétents et le besoin est là. On les forme pour faire finir le cursus universitaire et puis c'est fini. Chacun pour soi. Et même l'entrepreneuriat, on n'arrive pas à les former à l'entrepreneuriat comme il se doit. On a vu beaucoup de projets d'entrepreneuriat, FAR, FAFPA et ANP et autres, mais qui ne sont pas allés loin. C'est des jeunes diplômés à qui on a offert l'opportunité d'aller vers l'entrepreneuriat, mais qui ont échoué la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue, voilà. On va parler des pistes de solutions tout à l'heure, mais madame, messieurs, j'aimerais que l'on compare un tout petit peu ces chiffres-là aux premiers chiffres qu'on a vus. Là, on parle, si je prends juste le cas de 2021-2021, on a plus de 147 000 étudiants. Et tout à l'heure, je vous parlais du nombre de salles de classe. On avait, je vous disais, 867 salles de classe pour 64 amphithéâtres. Et justement, on va parler tout à l'heure des places disponibles. Si vous voulez, je peux vous les donner. Si on prend juste les données de 2021, 2022, on avait plus de 78 000 places donc, qui manquaient. Donc, le déficit de places pour ces étudiants-là dans les universités. Est-ce que un étudiant qui n'est pas dans des conditions, j'allais dire, optimales, même si ça peut paraître utopique de parler de conditions optimales en Afrique dans les universités publiques, mais est-ce que c'est le début déjà de cet échec-là qui est à chaque fois décrié, qui est à chaque fois souligné par les chefs d'entreprise? Le fait que les étudiants déjà ne soient pas dans des conditions plutôt optimales pour étudier, pour apprendre. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui jouent négativement dans ce sens de l'utilisation efficace des diplômés des universités. Nous avons parlé des effectifs, les infrastructures, les programmes, il faut les voir parce qu'il faut toujours voir les programmes, et les adapter au monde de l'emploi. Ce n'est pas que ils vont devenir toujours des fonctionnaires, mais revoir les programmes en travaillant avec l'extérieur de l'université, les structures de financement, le patronat ou la chambre de commerce et d'industrie, comme j'en ai parlé ici une fois, qui sont les secteurs qui utilisent le maximum de main-d'œuvre, voir dans quelle mesure on peut améliorer les programmes de formation au niveau de ces universités pour qu'à leur sortie, ils puissent être utilisables. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que beaucoup de ces diplômés sont dans la rue, ils sont conducteurs de moto-taxi ou bien de tricycle. Je crois que l'université n'est pas là pour former des conducteurs de motocyclisme. Il faut aller au-delà de cela. Donc je crois qu'il faut être ambitieux, vraiment sortir un peu du cadre universitaire, voir ce qui se passe à l'extérieur et comment on peut travailler avec l'extérieur pour que nos produits soient des produits que l'on peut utiliser sur le milieu, dans le monde du travail. Monsieur Sangaré, oui. Cette croissance-là dont je parlais tout à l'heure, plus de 20% en 2020-2021, plus de 38% en 2021-2022, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne croissance parce que finalement c'est des jeunes bacheliers qui arrivent? Est-ce qu'il faut voir quelque chose de positif aussi? Tout à fait. Et ici, c'est ce que je disais tout à l'heure quand madame a fait allusion à comparer le niveau qu'elles avaient à leur époque aux étudiants que nous avons actuellement. Donc, j'ai parlé de ce problème. Parce qu'avec la massification, les moyens n'ont pas toujours suivi. Et ce qui se passe à l'université, c'est à l'image de la structure de notre population. Nous avons une population qui est très jeune, avec un taux de croissance démographique qui atteint les 3%. Plus de 60% de notre population a moins de 25 ans. Alors que les moyens aussi ne croient pas au même rythme. La jeunesse, ça peut être un atout, mais ça peut être de l'autre côté un danger si c'est une jeunesse qui n'est pas bien gérée. Et c'est exactement ce qui se passe à l'université. Aujourd'hui, compte tenu des moyens dont nous disposons, c'est très difficile de former les étudiants au standard des années 96 à 90. C'est presque impossible. Vous prenez le ratio le budget de l'éducation, de l'enseignement supérieur rapporté à l'effectif des étudiants
d'alors et vous faites une petite comparaison à ce que nous avons actuellement. Donc vous allez vous rendre compte que d'abord il y a ce problème de moyens. Je prends l'exemple de la FSEC, de ma faculté. On a aujourd'hui presque 55 000 étudiants à la FSEC pour un nombre de places assises autour de 5 000, ça ne pas 6 000. Et le taux d'encadrement à la FSEC, on n'a pas plus de 200 étudiants et 200 enseignants. Vous voyez le taux d'encadrement. Il faut préciser que la FSEC, me semble-t-il, arrêtez-moi si je me trompe, c'est l'université publique qui a exactement plus voilà, il relève de l'université des sciences sociales et de gestion. Donc dans ces conditions, c'est très difficile vraiment d'apporter la qualité. Et tout à l'heure, M. Sako a parlé aussi de programmes. Bien, on a beau élaborer des programmes, mais avec une telle masse, est-ce qu'on arrive déjà à apporter les volumes horaires d'enseignement nécessaires pour avoir la qualité qu'on veut? Vous me donnez une passe décisive, je vais la saisir pour marquer le but. Je vous invite à regarder cette infographie qui va nous permettre de parler donc des diplômes voilà, qui sont les plus en vogue, on va le dire ainsi. On a donc plus de diplômés, 67,9% de diplômés en lettres, en langue, en droit, en sciences sociales et en gestion. On a seulement 32,1% de diplômés qui sont issus des matières comme les sciences, la technique, les technologies. Ça, c'est donc selon le bulletin statistique de l'enseignement supérieur. C'est dû à quoi, doyen Traoré? Après, je vous donne la parole. Bon, moi, je pense que... C'est un problème d'orientation? Oui, justement. Il y a cette dimension en matière d'orientation. Et puis, il faut voir que le principe de l'orientation des bacheliers au Mali, c'est l'accès universel à l'université. C'est-à-dire que personne ne doit rester sous le carreau. Voilà. Alors, bon, et ça demande beaucoup de moyens qu'on ne donne pas, ou bien qu'on n'a pas. C'est ça qui explique les retards dans les calendriers, hein, des activités au niveau de l'université. La délivrance des diplômes, les coûts, donc le décalage qui existe entre les infrastructures, les effectifs et puis les moyens financiers que l'on donne, fait que la gestion, c'est la quadrature du cercle, quoi. Monsieur Sako? Oui, moi aussi je vois ces effectifs, mais je crois qu'il faut revoir ce qui se passe au lycée pour le bac. Parce que la réforme de l'enseignement secondaire a fait en sorte que beaucoup de sections ont été créées au niveau des lettres, pour seulement 2 sections scientifiques. Ce qu'on appelle le TS expérimental pour les biologistes et TSE pour ceux qui font sciences économiques. Mais il y a peut-être 4 ou 5 autres qui sont pro-littéraires ou littéraires. Alors c'est ce qui explique ces chiffres extrêmement élevés dans les sciences sociales au niveau de l'université. Bien que les débouchés sur le mode de l'emploi soient extrêmement limités pour ces littéraires. Mais paradoxalement, ils sont les plus nombreux à venir à l'université. Parce que le lycée produit énormément de littéraires. Le bac au lycée donne beaucoup plus de littéraires que de scientifiques. Est-ce que 60-70% des admis sont des littéraires ou des pro-littéraires. 15 à 20% seulement sont des scientifiques. Alors c'est ce qui explique, à mon sens, le fait qu'au niveau de ces universités, ceux qui font sciences sociales soient un effectif vraiment qui galope d'année en année et qui est même ingérable. C'est sûr. Je vous donne la parole, M. Sangaré, juste après Mme Berthet. Vous, le secteur privé, de quel type de profit avez-vous besoin? Je sais que ça dépend du type d'entreprise, mais au regard de ces données-là, est-ce que vous êtes plus dans les 67,9% ou dans les 32,1%? Pas du tout. Aucun de ces chiffres. En fait, je vais un tout petit peu revenir en arrière pour dire que pour qu'un pays se développe,
il faut une vision. Pour qu'une organisation comme le secteur privé, le patronat, la chambre de commerce aussi se développe, il faut une vision. Il faut qu'on trace un objectif. Nous, au CNPM, notre mandature, on l'a placée sous le signe d'Investir Mali. Comment investir au Mali? Pour investir au Mali, il faut d'abord un capital humain compétent. Compétent qui puisse travailler dans les secteurs d'activité générateurs de revenus, créateurs de valeur et de croissance. Sans cela, ça ne peut pas marcher. Et pour ce faire, on ne va pas réinventer la roue. On a dit, redit et redit. On va le redire encore. On a besoin de 90% de spécialistes métiers et de 10% de tout ceci confondu qui font l'administration d'une unité de production. Parce que le Mali aspire à être autosuffisant, comme on le dit, c'est le jargon consacré. On veut être souverain. Et la souveraineté commence d'abord par le développement endogène. Et pour qu'il y ait le développement endogène, on ne va pas aller chercher les cadres ailleurs. On ne va pas aller chercher les techniciens ailleurs. On a la chance d'avoir des ressources minérales énormes. On a la chance d'avoir beaucoup de choses que les pays développés n'ont pas. Mais pourquoi ne pas s'inspirer des pays comme le Brésil, les pays comme la Chine, l'Inde, pour se développer? On ne va pas réinventer la roue. Tout ce que le secteur privé demande, c'est des spécialistes métiers. On ne peut pas comprendre en ce siècle, en 2025, que le Mali, 4e producteur d'or, puisse aller chercher des compétences encore ailleurs. C'est inadmissible. Comme les choses commencent à changer avec la loi sur le contenu local, avec la vision Mali-Croix 2063, on suppose qu'on va mettre l'accent sur le développement du capital humain. Les autres vont graviter autour, mais c'est le capital humain qui est au cœur du dispositif. Sans une politique, je dis bien sans une politique, parce que nous, on a beau parler ici, on n'est pas décideur. On ne décide pas de la politique éducative. Sans une politique éducative adaptée, on va reparler de ces mêmes questions, de ces mêmes problématiques dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et la vision qu'on s'est fixée, où tous les Maliens se retrouvent, va rester une théorie pure et simple. Ok, donc pour réagir par rapport à ces chiffres, je disais déjà, si vous prenez les sciences, les techniques, les technologies, généralement ce sont des formations qui sont sélectives. Ça veut dire que l'accès n'est pas ouvert comme dans les formations en sciences de gestion ou dans le domaine littéraire. Donc il y a une sélection la plupart du temps. L'accès aux instituts ou aux écoles qui forment dans ces domaines, c'est sur concours. Parce que c'est des formations qui ne sont pas adaptées à la masse, mais c'est des formations qui se font en quantité restreinte. Et de ce fait, c'est pourquoi si vous vous amusez à évaluer le taux de chômage, vous allez trouver que dans ce secteur, le taux de chômage est faible par rapport aux autres, notamment les sciences administratives, etc. Donc, il y a d'abord la réforme au niveau du lycée qui fait qu'il y a un rejet des filières scientifiques au niveau du lycée, mais aussi il faut savoir qu'au niveau, au niveau supérieur, il y a ce facteur-là. Parce que la formation en sciences techniques et technologies, ça demande des moyens. Il faut des outils, parfois il faut des laboratoires et autres, alors que dans les autres domaines, généralement, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, ce qui fait que l'accès est très très limité et la formation est de meilleure qualité par rapport à là où il y a la masse. Je vous invite à regarder cette infographie qui porte sur les infrastructures pédagogiques, donc recensées entre 2021 et 2022. On parle de 1099 infrastructures, 69 635 places assises. On a un déficit, en tout cas en 2021-2022, on avait un déficit de 78 220 places. Et quand on regarde l'infographie qui va justement suivre, on se rend compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'en parlant de disponibilité, de ratio d'enseignants, par rapport aux étudiants en 2021-2022, on avait donc 15% des enseignants-chercheurs qui étaient indisponibles pour donner des cours. Donc ils étaient indisponibles pour plusieurs raisons, d'autres c'est des congés, des détachements, et on avait en moyenne un enseignant pour 200 étudiants dans certaines structures publiques. Professeur Sangaré, quand on voit de tels chiffres,
c'est difficile d'être optimiste quand on parle de l'université publique en particulier. Non, tout à fait, parce que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'avec de tels chiffres, c'est très difficile de parler de qualité. Mais aujourd'hui, grâce, comme vous l'avez dit, les technologies de l'information et de la communication qu'on tend à intégrer petit à petit dans la formation, donc on espère que peut-être on n'a pas besoin d'avoir tout l'effectif d'une classe en présentiel. Donc certains peuvent depuis peut-être chez eux suivre les cours à partir des smartphones, notamment les moyens de télécommunication. Et nous pensons peut-être que c'est cette seule façon qui pourra nous permettre au moins de relever ces défis. Sinon, avec ces effectifs, Monsieur Sangaré, je me permets de vous taquiner un peu avec cette question. Quand on connaît le défi énergétique, le défi des forfaits et tous les autres défis qui entourent ce secteur dont vous avez parlé, les technologies de l'information, est-ce qu'on n'est pas en train de, entre guillemets, créer un autre problème J'aimerais entendre le secrétaire général des parents d'élèves, et là je vous prends vraiment sur à travers cette voilà, donc j'aimerais vraiment que vous, en tant que acteur d'une association qui défend donc les étudiants, qui travaille pour l'amélioration des conditions des étudiants, comment est-ce que vous percevez ces chiffres, et surtout quelles sont les actions que vous avez pu mener jusque-là pour essayer de tirer la sonnette d'alarme? Ce qui est sûr, c'est que la Fédération nationale des associations des parents d'élèves participe à travers les membres dans les conseils d'université. Moi, je suis par exemple comme membre représentant des parents d'élèves dans le conseil de l'université des sciences sociales et de gestion de Bamako depuis fort longtemps. Et pour améliorer un peu la gestion des flux, il nous est arrivé aussi de parler de l'utilisation des outils nouveaux de communication pour les cours à distance, les évaluations à distance, pour éviter, parce qu'on ne peut pas tous les retenir à l'école, à l'université. Vous avez vu le nombre de places assises et ceux qui ne sont même pas, et ceux qui sont dehors. Donc cela un peu pour faciliter une certaine forme de gestion du flux. Et aussi, j'ai émis une idée il y a longtemps, mais qui n'a jamais été appliquée, ça c'est depuis 1996. Laquelle? C'était quoi? C'était parce que j'ai vu ça ailleurs. Quand on est dans le système LMD, il faut laisser l'autonomie aux étudiants de s'auto-gérer en fonction de leur capacité d'apprentissage. Par exemple, il ne faut pas s'attendre que, parce que c'est le mois de juin, je fais mathématiques, il faut que tout le monde fasse mon épreuve de mathématiques. Là où j'ai vu, non, celui qui est préparé pour faire l'épreuve de mathématiques en tant qu'étudiant, il s'inscrit et vient se présenter à l'examen. Mais dans ces pays, nous sommes forfaitaires à payer au guichet de l'université pour faire tel ou tel examen. On pense que c'est incitatif à mieux se préparer parce qu'on ne paye pas quelque chose pour laquelle on n'est pas préparé. Donc c'est incitatif pour que le professeur n'est pas sur le dos et au même moment, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pourquoi nos évaluations sont même critiquables. Quand un professeur se trouve par exemple avec 1000 ou bien soit plus de 1000 copies à corriger pour une période limitée, on se pose la question, mais quel type d'épreuve va donner? Combien de temps prendrait-il par copie? Et quel type de sujet réellement qui démontre la compétence de l'apprenant à démontrer? Donc plus les effectifs sont élevés, alors cela peut impacter sur le choix des épreuves d'évaluation, sur la qualité de la correction et même la qualité des résultats d'examen. Donc nous avons dit qu'il faut faire en sorte que vous puissiez faire. C'est comme par exemple quand il y a la fièvre d'Ebola, autre, mais beaucoup de professeurs ont mis leurs cours en ligne. Pendant la période de coronavirus. Coronavirus. À la reprise, ça leur a permis d'aller beaucoup plus vite. Mais là aussi, des chiffres montrent qu'il y a eu des inégalités parce que certains n'avaient pas forcément... Ça, quand on est dans un pays où la pauvreté est assez bien répandue, on ne peut pas... les étudiants sont des gens qui sont dans des situations de précarité extrême. Il n'est pas dit
les parents aussi, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de mettre leur enfant dans les meilleures conditions de connexion pour travailler. Bon, il y a donc ce problème, mais il faut toujours aller vers le juste milieu qui puisse faire moins de mal et dont on peut réfléchir dessus, je crois. Développement socio-économique, le rôle de nos universités publiques, c'est le thème de cette émission. Nous allons poursuivre notre débat dans une poignée de secondes. Nous allons échanger sur les mécanismes pour relever le défi de l'enseignement supérieur public. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre, le premier magazine économique et entrepreneurial au Mali. Je suis toujours en compagnie de nos 4 experts pour débattre de notre thème, développement socio-économique, le rôle de nos universités publiques. Merci madame, merci messieurs d'être restés sur ce plateau. Madame Berthé Minia-Bengali, vous êtes, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous êtes vraiment une actrice du secteur privé. Vous êtes vice-présidente, la première vice-présidente du patronat chargée des relations extérieures. Vous, au niveau du patronat, vous avez besoin concrètement de quel type de profil sortant des universités publiques? Alors, pour les universités publiques, en l'état actuel, on n'a pas beaucoup de profils qui nous sied. En ce sens où, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous avons besoin de filières techniques. Nous avons besoin de spécialistes en machinerie. Nous avons besoin de spécialistes en production. Nous avons besoin, voire de spécialistes RSE, parce que ça c'est l'administration, mais il n'y en a pas à l'université. On voudrait que l'université suive le développement socio-économique du pays. Si ça ne suit pas, ça ne répondra pas aux besoins exprimés par le secteur privé. C'est ça le véritable souci. Maintenant, comment faire pour allier ces besoins avec la réalité du terrain? Il faudrait qu'il y ait peut-être des partenariats PPP entre les universités et le secteur privé. Parlons-en justement. Je sais que le patronat a signé donc des partenariats avec ces universités, en tout cas avec 4 universités au moins depuis 2017. Depuis 2017. Sur les partenariats signés avec ces 4 universités, nous ne sommes pas dans l'opérationnel de l'université. On veut juste faciliter l'employabilité des jeunes. Des jeunes sortants qui se sont démarqués par leur expertise, parce qu'ils sont élites. On en a pris une centaine, en fait, de 2017 à aujourd'hui. On en a pris une centaine. Ce qui était prévu dans la convention, c'était de les prendre en stage pour leur faire une ouverture pratique. Et au-delà du stage, si c'est concluant, ils sont embauchés. Et la plupart de ces jeunes-là ont été embauchés par eux. Mais il était prévu une révision de cette convention, parce que c'était une phase pilote, de réviser cette convention de partenariat, mais aller au-delà et instituer un système d'alternance, parce que la formation linéaire, théorique, ça ne répond pas forcément à la réalité pratique dans les entreprises pour l'étudiant finaliste. Et quand il est en alternance, il voit qu'est-ce qu'il doit améliorer, qu'est-ce qui doit être fait, et avec son mentor et puis son encadreur de l'université, ils font en sorte que l'étudiant puisse avoir la meilleure expertise qu'il faut. Mais ce qui n'est pas d'actualité pour le moment, parce que on n'est vraiment pas dans un stade, il faudrait vraiment que les deux parties puissent vraiment convenir de qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour prévoir l'alternance, parce que l'alternance a un coût. Comme vous le savez, ça a un coût. C'est pas comme l'APEJ met les jeunes à la disposition des entreprises, c'est différent. C'est une autre méthode qu'il faut réfléchir, contextualiser et adapter aux besoins des entreprises locales. Et si tel est le cas, ça va un peu répondre aux besoins, mais je répète encore, toute la chaîne de production du Mali souffre du défaut de capital humain. Parce qu'on trouve sur le marché, on n'a pas honte de le dire, que c'est des étrangers qui occupent ce poste. Des expatriés. Et des expatriés. Mais je veux attirer aussi l'attention et du président de l'association des parents d'élèves et des autorités, que nous sommes dans l'AES aujourd'hui.
AES, ça veut dire sans frontières. Ça veut dire que les Burkinabés et les Nigériens peuvent venir travailler au Mali sans autre forme et vice-versa. Et l'histoire a démontré que nous sommes assez légers dans ces expertises. Demain, après-demain, les 70 millions d'habitants qui composent l'AES, nous, on se situera où, le Mali? Parce que chacun veut que son pays se développe. On a vu, il y a des partenaires, des développements séparés, mais il y a des développements groupés, mais certaines économiques, c'est séparé. Où est-ce qu'on va se situer dans cette dynamique de l'AES? On a besoin de compétences. Et il faut vite revoir les curricula, vite revoir le système éducatif. Si on n'a pas besoin de 200 000 jeunes à l'université publique, on peut créer ou favoriser les centres de formation technique et professionnelle. Il me semble que ça a été relancé. Relancé, mais c'est timide. C'est timide parce que nous, on a demandé dans la relance un partenariat PPP pour injecter, s'il le faut, des fonds dans ces centres pour les adapter et les mettre à niveau. Surtout que ces centres ont besoin de machines de pointe adaptées et qui répondent aux besoins de l'évolution actuelle. Quand vous voulez former en mécanique et que vous avez des machines de 80, vous formez en mécanique, toutes les voitures sont soit hybrides ou électroniques. Ce jeune-là va aller où? Il va réparer quel véhicule? C'est ça aussi l'adaptation de contextuelle et évolutif du moment. Doyen Traoré, quelles sont, à votre avis, les réformes vraiment nécessaires qu'il faudrait faire pour que nos universités quittent un peu de la théorie pour donc être un peu plus dans le concret pour créer de la valeur ajoutée dans notre économie? Bon, d'abord, ce que je constate, c'est qu'on a un peu tendance à accabler les universités par rapport à la question de l'emploi. Pourquoi? Parce que il faut voir la dimension du problème. Le problème, c'est avant tout démographique. Vu l'explosion des effectifs, je me pose la question, est-ce que le secteur privé malien, dans l'état dans lequel il se trouve, a la capacité d'absorption, même si, en supposant que ces jeunes soient formés sur le plan technique, qu'ils aient des métiers, etc., est-ce que la capacité d'absorption du secteur privé va permettre d'éviter le... Bon, il ressort que la collaboration entre le patronat et l'université soit renforcée, mais ce n'est pas sur la base d'un programme léger de partenariat public-privé. En la matière, il faut qu'on réalise des études approfondies qui permettent aux formations qu'on va mettre en place de trouver presque immédiatement, instantanément, un emploi au niveau du secteur. On peut pas, la question est très complexe, on ne peut pas l'imaginer comme ça de façon superficielle. Je me permets de reposer votre question à Madame Berthet. Je sais que vous n'êtes pas le porte-parole de tout le secteur privé, mais effectivement, c'est une question qui a tout son sens. On parle de former, on parle de qualité de la formation, mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la situation macroéconomique dans laquelle on se trouve, est-ce qu'effectivement le secteur privé est assez dynamique pour accueillir ces jeunes diplômés qui viennent? On parle de plus de 300 à 400 000 qui viennent d'ailleurs chaque année sur le marché de l'emploi. Je voudrais juste vous dire que même dans les pays développés, il y a des chômeurs. Tout à fait. Donc, c'est une utopie que de dire que si nous réorientons les jeunes vers des secteurs porteurs, qu'on va tous les absorber, les recruter. Au demeurant, ils peuvent se mettre à l'auto-emploi. Ils peuvent être leurs propres entrepreneurs parce que le besoin est là. Ils peuvent créer de la valeur, créer de la richesse, se regrouper en GIE ou en une autre organisation
pour évoluer au sein de l'économie nationale. Ce n'est pas que le secteur privé, ce n'est pas que les entreprises existantes seulement, mais c'est la seule voie pour un pays de se développer. Nous constatons amèrement que là où nous sommes aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'université sortent avec 80% de risque de ne pas être embauchés. Pourquoi continuer dans ce sens? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on est dans cette dynamique. Pourquoi continuer dans ce sens? C'est là où le secteur privé demande à ce qu'on revoie tout ce dispositif, toute cette politique éducative. Ce n'est pas seulement l'université publique. On a dit ici sur ce plateau que les lycées, les jeunes ont besoin de conseils d'orientation au lycée. Il n'y en a pas. Je veux être médecin parce que mon père est médecin, ou mon père m'oblige à être médecin, même si je suis recalé 10 ans à l'école de médecine, ou je veux être juriste parce que mon père est avocat. Ce n'est pas comme ça. Les choses ont nettement évolué. Il faut, ça aussi c'est de l'emploi. Quand on va former et mettre à la disposition des directions de lycée, des conseillers d'orientation, ça aussi c'est un capital humain qu'on aura mis au travail et qui va générer aussi, créer de la valeur. Mamadou Beidaï Sangare, justement en parlant, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous êtes enseignant-chercheur, vous travaillez donc avec les étudiants régulièrement. Je sais qu'il y a eu aussi quelques changements ou réorganisations structurelles. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour tenir compte de tous ces griefs-là qui sont portés par le secteur privé? Donc, avant juste de répondre à cette question, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Et la question d'abord, est-ce que tout le monde doit aller à l'université? Alors la première question qu'on doit se poser, naturellement la réponse est non, tout le monde ne doit pas aller à l'université. Pourquoi? Mais quelle est l'alternative? Parce que l'université en réalité devrait être élitiste. C'est ça. Donc ça c'est quelque chose qui devait être élitiste, ne doit pas être ouvert à tout le monde. Ça c'est la première. Mais quelle est l'alternative à l'université si aujourd'hui on ne permet pas à tous les bacheliers d'aller à l'université, mais où est-ce qu'ils vont aller? Donc c'est les centres de formation professionnelle et autres que madame vient d'évoquer tout à l'heure. Donc ça devait être maintenant la soupape d'échappement pour ces jeunes. Mais il faut revenir sur un autre aspect. Mais quel parent aujourd'hui accepte d'envoyer son enfant dans les centres de formation professionnelle? Parce que vous savez, au Mali, on pense que travailler dans un bureau est synonyme de réussite, mais le travail manuel ou travailler ailleurs, ça c'est synonyme d'échec. Donc les centres de formation professionnelle existent, mais allez-y demander au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle quel est le taux de fréquentation de ces centres. Les gens n'acceptent pas d'y aller. On préfère avoir une licence et de ne pas travailler pendant 10 ans plutôt que d'aller faire un certificat en mécanique et autres et travailler. Vous voyez, donc il y a d'abord ce problème. Effectivement, il y a eu des réformes qui ont été entreprises, notamment d'abord en termes de contenu de formation. On essaie de répondre du mieux que nous pouvons aux besoins des secteurs productifs en essayant d'inclure dans la formation peut-être les besoins de ce secteur en termes de contenu de formation. Et deux aussi, le développement de l'entrepreneuriat, parce que la culture entrepreneuriale chez les jeunes aussi, on s'est dit que ça aussi, ça peut être une solution. C'est pourquoi on a tendance maintenant à généraliser, surtout dans les business schools, notamment à la FSEC et autres, à généraliser l'enseignement des modules sur l'entrepreneuriat. Et on a même créé au niveau de la FSEC, notre université, la maison de l'entrepreneuriat, qui est un véritable incubateur d'idées entrepreneuriales, et on organise même des compétitions entre les étudiants. Les meilleures idées d'entreprise sont récompensées. À l'époque, c'était avec un chèque de 2 millions. J'ai envie de vous demander pour quel résultat? Pour quel... Mais, tout à fait. Parce que c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que quand on regarde les effectifs, on l'a dit, et d'aucuns disent même que ces effectifs sont sous-estimés, même si c'est des effectifs, même si ce sont des données officielles. Mais la réalité, c'est que quand vous avez une salle où il y a plus de 500, d'autres diront même 1000 étudiants
pour un professeur qui n'a même pas un micro. C'est là où j'ai posé la question, est-ce que tout le monde devrait venir à l'université? Est-ce que les flux qui arrivent à l'université ne devraient pas être adaptés aux capacités d'encadrement et aux capacités d'accueil? Je vais reposer ma question autrement. Maintenant que les gens sont venus, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le fond de ma question. Et la question que vous avez posée à tous sur ce plateau. Voilà, donc on fait avec ce qu'on a. Et c'est ce qui est en train de se faire, et maintenant au détriment de la qualité. On ferme les yeux sur la qualité et il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc vous avez avec ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Monsieur Daouda Sako. On peut toujours trouver la solution alternative. L'université est là, étant accès libre à tout le monde pour une équité sociale. On peut en faire une formation de base. C'est-à-dire? Une formation de base où c'est un passage obligé ou volontaire. Les étudiants viennent, ils se forment, c'est-à-dire en licence, je ne sais pas, droit, social, voilà. C'est généraliste, et puis après, ils se spécialisent dans d'autres domaines. Et c'est d'autant plus important que dans notre pays aujourd'hui, il a touché du doigt le véritable problème de notre communauté. C'est le Malien même qui pense que si son fils ne fait pas l'université, il n'est pas quelqu'un. On peut dire ça, il n'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, on cherche des plombiers en vain. On cherche les bons mécaniciens en vain. On le voit, on le vit tous les jours. On cherche des électriciens en vain. Moi, j'ai la chance d'avoir un cabinet de recrutement. Les industries qui cherchent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui se créent, même si les gens pensent que nous sommes dans un pays instable, il y a beaucoup d'industries qui se créent. Quand on cherche un spécialiste production, on en trouve rarement. Quand on cherche juste un électricien qui sait faire une installation de machinerie, on est obligé d'aller recruter quelqu'un du Maroc ou dans d'autres pays voisins pour venir faire le travail. On voit la réalité. C'est pour cela qu'on ne cesse de le dire. Pourquoi l'État ne prendrait pas, parce que c'est une politique et nous tous nous subissons la politique, ne prendrait pas une décision politique pour dire qu'il y a telle filière qu'on ferme pendant un certain nombre d'années. C'est un pouvoir régalien de l'État. Si on veut atteindre les objectifs de la vision, je dis toujours que 2063, comme on l'a dit, si on veut atteindre cet objectif, il faudrait prendre les taureaux par les cornes plutôt. Et justement, qu'en est-il de la responsabilité des parents que nous sommes, que vous êtes, monsieur Daouda Sako, vous êtes dans une association. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde connaît, et nous, sur ce plateau, on n'a pas la prétention de réinventer la roue, de débattre d'un sujet qui n'a jamais été débattu. Tout le monde connaît le problème de l'enseignement supérieur public au Mali, mais qu'est-ce qui fait que, que des années après, qu'on soit toujours en train de débattre des mêmes faits, donner les mêmes, expliquer les mêmes problèmes, mais qu'en est-il des solutions? Pas très longtemps, j'étais en train de causer avec quelqu'un, il me dit, est-ce qu'il y a une famille au Mali où il n'y a pas un ou deux bacheliers ou universitaires qui ne sont pas chômeurs? C'est ça. Il dit, moi-même chez moi, j'en ai deux ou trois. Donc c'est un problème qui est réel et ça n'a pas commencé maintenant. Depuis les premières heures de l'université, nous avons eu à parler de cela. Faites en sorte que l'université soit en mesure de gérer son flux en fonction de sa capacité d'encadrement, sa capacité d'accueil et facilité d'offre. On était même allé à me dire que pour aller à l'université, il fallait avoir telle mention. Il fallait avoir telle mention au baccalauréat pour aller à l'université. Comme mon jeune frère Sangaré l'a dit, c'est pas que les autres vont être laissés pour compte. On va créer des structures de filières courtes de 2 ans, 2 ans et demi, ou alors pour les spécialiser dans les différentes formes de techniques, que ce soit l'électricité, la maçonnerie ou autre chose, pour leur permettre de se prendre en charge et même être accompagnés par les structures de financement pour qu'ils puissent s'installer à leur compte. C'est ça. Tu vois, les premiers textes de l'université depuis 1996 prévoient l'entrepreneurship. L'université ne doit pas être fermée à l'extérieur. Mais je suis très surpris que jusqu'à présent cette ouverture ne soit pas vraiment une vraie réalité comme on aurait souhaité. Parce que je l'ai eu à le dire ici, moi.
En 98, j'ai amené 2 fois une équipe d'étudiants à Teriabougou, à la ferme agro-pastorale du père Vesperel, qui a fait une réussite énorme. Il est le premier à créer le biogaz et beaucoup d'autres éléments à partir de bouse de vache, autre chose. Pour que les étudiants voient que, eh bien lui, c'était un religieux, peut-être un agronome. Il dit, mais vous pouvez réussir. Donc, l'université devrait avoir ce contact avec l'extérieur, voir quelles sont les motivations qu'on peut créer chez les étudiants. Ce n'est pas seulement le patronat qu'on voyait, mais vraiment les structures de financement. Un étudiant à sa sortie qui est porteur d'un projet structurant, alors les structures de financement devraient vraiment l'aider à pouvoir s'installer. Seul ou bien en groupe, ça dépend. Ce n'était pas exclu, mais jusqu'à présent, alors cette page n'a pas trouvé un écho favorable, à mon sens. Nous arrivons au terme de cette émission pour le dernier tour de table, le mot de la fin. Pour vous, les priorités doivent être quoi? Je vais commencer par vous, Daouda Sako. Pour moi, j'ai toujours demandé, il faudrait, pour sortir de cette ornière, moi j'ai toujours demandé que nous ayons une commission nationale d'évaluation de notre politique en matière d'éducation. Ce n'est pas un bureau de plus, ce n'est pas une direction indépendante, de plus. non, indépendante, parce que il y a la malade, il y a l'assurance qualité, c'est l'assurance qualité qui est là, qui est affiliée à l'enseignement supérieur. Tout à fait. Mais j'avais toujours demandé, comme dans beaucoup de pays que j'ai vus, cette commission nationale est indépendante. Elle n'est ni liée au ministère de l'Éducation nationale, ni liée au ministère de l'Enseignement supérieur, indépendante. Et son rapport est présenté à l'Assemblée nationale de ce pays. Tout ce qui va est connu, tout ce qui ne va pas est connu. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc ce sont les spécialistes maintenant qui vont s'y impliquer pour faire en sorte que ça puisse changer. Au Mali, on parle même souvent de plan Marshall pour l'éducation. Alors, là, je ne sais pas si on est à ce niveau, parce que tellement que le problème est extrêmement pertinent. Donc, des milliers de nos enfants qui sont dans cet état de détresse, nous, en tant que parents d'élèves, en tant que fédération, vraiment, ça nous met très très mal à l'aise. Très très mal à l'aise. On est toujours interpellé. Donc pour vous, il faudrait mettre en place une autre structure indépendante qui va permettre de faire quoi exactement? Voilà, qui va faire une évaluation exhaustive, bien critique de notre système éducatif et que l'on vraiment s'y attelle pour trouver les meilleures solutions. Avec des personnes de ressources de qualité, bien sûr. Et là, il n'en manque pas, Dieu merci. Pour l'enseignant-chercheur que vous êtes, j'imagine déjà avoir dans un amphithéâtre tous ces étudiants assis, en tout cas un effectif plutôt raisonnable, ce serait déjà une bonne chose. Ça serait l'idéal, mais il faut d'abord dire que nous sommes aujourd'hui dans un pays où tout est prioritaire. Déjà avec le défi sécuritaire qu'il faut relever, et vous savez que cela nécessite des investissements colossaux dans le domaine militaire et autres. Et effectivement, l'enseignement reste une priorité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir ce qu'on peut faire déjà avec l'effectif que nous avons sous la main, ou que nous avons dans la main, et ce qu'il faudrait envisager pour le futur. Pour l'effectif que nous avons actuellement, je dis, il faut profiter de ce que notre environnement nous offre actuellement, notamment les technologies de l'information et de la communication. Ça, aujourd'hui, pratiquement dans tous les pays, on a tendance à intégrer ça dans l'éducation. Par rapport au long terme, il y a certaines filières au lycée qu'il faut pas avoir peur de dire, il faut terminer purement et simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de 20 000 bacheliers en sciences économiques? Oui. Et je rappelle que vous êtes économiste. Voilà, on n'a pas besoin de 20 000 bacheliers en sciences économiques. Et bon, donc il y a des filières au lycée. Donc la réforme d'abord doit commencer au niveau du secondaire. Et il y a même, je dirais, certains lycées qui doivent être remplacés par des centres de formation professionnelle. Dans certains pays, c'est-à-dire l'articulation entre la formation professionnelle et les autres ordres d'enseignement. Il faut qu'on arrive à ça. Parce que souvent, le problème aussi, c'est quoi? Quelqu'un qui fait une formation dans un centre professionnel, son diplôme n'est pas homologué comme étant un diplôme dans les autres ordres d'enseignement. Quelqu'un qui fait mécanique, il n'a aucune possibilité, dans un centre de formation professionnelle, il n'a aucune possibilité de poursuivre ses études à l'université et autres.
Donc il y a aussi ce facteur qu'il va falloir corriger. Donc créer cette articulation entre la formation professionnelle et les autres ordres d'enseignement et rendre l'université élitiste. C'est-à-dire que l'accès à l'université soit sélectif. Que l'accès soit sélectif, ça va permettre de résorber ce problème non seulement d'effectifs, mais aussi de performance? En partie. Parce que la question est complexe. Et je pense que tout d'abord, le problème c'est l'indépendance. Il faut rendre l'université relativement indépendante des revendications strictement politiques ou syndicales, quoi. Ça c'est extrêmement important. Déjà, si on parvient à comprendre cela et mettre la formation à l'abri de ces forces-là, ce serait positif. Et d'autre part, ce que je pense par rapport à ce qu'il a évoqué, je pense que pour réaliser les objectifs que nous avons discutés tout à l'heure, il faut une collaboration entre les entreprises et puis l'université. Donc pour ça, il faut mettre en place une structure qui va étudier dans quelle mesure on peut collaborer, les deux structures peuvent collaborer. Et au-delà, il faut planifier, c'est-à-dire la réalisation des objectifs, parce qu'on ne peut pas tout réaliser du jour au lendemain. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut qu'on dépasse, bien entendu, l'analyse, l'observation. Il faut gérer. Et pour gérer, comme il avait évoqué l'idée de plan Marshall, effectivement, il faut planifier les choses afin qu'un nouvel ordre puisse apparaître. Vous parlez de plan Marshall, ça me fait penser au fait qu'on ait même changé le nom de certaines de nos universités publiques. C'est pour, ça c'est encore un autre débat, mais c'est pour être un peu plus dans notre culture. Donc peut-être qu'on ne parlera pas de plan Marshall, mais je ne sais pas. Il faut planifier. D'accord. Madame Berthé-Minia Bengali, secteur privé, vous l'avez dit, le secteur privé a besoin d'universitaires qualifiés, en tout cas des ouvriers en masse, pour reprendre votre expression. Aujourd'hui, vous avez, quand je dis aujourd'hui, je veux dire il y a quelques années, le patronat a signé des conventions de partenariat avec au moins 4 universités. Quelle est la suite? Quelles sont les perspectives à ce niveau? Alors, ça c'était une phase pilote pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les universités. Mais il s'agit d'aller au-delà. Parce que l'université, normalement, c'est le tremplin pour avoir notre souveraineté économique. Pour parler de souveraineté économique, il faut capital humain adapté. Et cette souveraineté économique, il faut absolument qu'on l'ait ou on ira sans nous. C'est clair et net. Donc, plan Marshall ou pas Marshall, il faut absolument que maintenant, on prenne le changement par la main. Et pour prendre le changement par la main, on n'a plus besoin d'importer, on a besoin de créer, de produire sur place. Parce que demain, un pays voisin va fermer ses frontières ou un pays voisin va dire que je n'importe plus telle matière. Où est-ce qu'on va le trouver? Il faut anticiper. Il faut anticiper. Et si on n'arrive pas à anticiper à travers les visions, à travers nous-mêmes, nos propres objectifs qu'on s'est fixés, je pense que demain, après-demain, on reparlera de la même chose. On a besoin d'excellence, on a besoin de performance, on a besoin de jeunes dynamiques et entrepreneurs. On n'a pas besoin que nos jeunes prennent la mer ou prennent le désert. C'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et pour avoir de l'emploi, il faudrait que dès la base, qu'ils soient outillés pour avoir de l'emploi. Mais je vois, et au constat général, ils sont outillés par l'État pour être peut-être de parleurs de français, de beaux parleurs de français, et même là, ça laisse à désirer, ou pour avoir un diplôme en main. Moi, je discute beaucoup avec ceux qui ont le master, ceux qui ont la licence, mais c'est déplorable.
Mais il faut dire que le niveau n'y est pas. Si le niveau n'y est pas, à quoi bon pour l'État de gaspiller des centaines de milliards comme ça, soi-disant qu'on forme les jeunes alors qu'on ne les forme pas? Moi, mon cri de cœur, pour tout le secteur privé, j'imagine que les autres seront avec moi, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de compétences pratiques. Nous avons besoin de techniciens. Pour l'eau, il faut qu'on ait un bon technicien pour l'eau. On a besoin de techniciens production, on a besoin de mécaniciens, on a besoin d'électriciens. Il faut qu'on arrive à trouver les bons mécaniciens ou les bons profils. Ce n'est pas des ouvriers. Ils vont peut-être dire que c'est péjoratif. On a besoin de spécialistes métiers. Et c'est ça mon mot de la fin. Nous avons besoin de spécialistes métiers. On n'a pas besoin de cadres sortis de Harvard. On n'a pas besoin de cadres sortis de l'ENA de Paris. On a besoin de spécialistes métiers. Nous saluons les cadres sortis d'Harvard voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à présenter aux côtés de nos 4 experts. Merci Madame Berthé-Minia Bengali. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente du Conseil national du patronat chargée des relations extérieures. Vous êtes également la présidente de la Fédération nationale des consultants du Mali. Merci également Monsieur Daouda Sako, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants. Merci doyen Modibo Traoré de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Vous avez été donc doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako de 2011 à 2015. Merci à notre expert maison, j'allais dire, professeur Mamadou Beidali Sangaré, économiste, enseignant-chercheur à la FSEC, faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.